Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à vous en cette matinée du 19 décembre 2018. Alors ce matin, nous reviendrons sur le concours El Manara initié par la radio algérienne à l'occasion de son 62e anniversaire. Alors il s'agit de la description de la grande mosquée d'Alger. Alors le lauréat de ce concours a été annoncé le 16 décembre dernier et nous y reviendrons. La 8e édition du Festival international de la création féminine s'est tenue du 13 au 17 décembre dernier au niveau du Palais de la Culture. Et ce festival a vu aussi émerger des lauréats suite au prix Art Visuel. Nous y reviendrons également. Toujours dans l'art et la culture. Alors, elle place à la danse, à la musique dans notre émission de ce matin, puisque ce jeudi 20 décembre, donc à partir de demain, le Palais de la Culture abritera le spectacle de danse et de la musique. Alors, hier, le coup d'envoi aussi a été donné pour la 13e édition du Festival international de la musique andalouse et des musiques anciennes. Une magnifique soirée a été animée par Hamidou qui a vu participer beaucoup de monde qui ont beaucoup apprécié cette soirée comme à l'accoutumée d'ailleurs et comme toujours le festival nous a habitués. Alors c'est aussi un événement auquel nous reviendrons dans un petit moment. Alors ce matin nous aurons une nouvelle rubrique qui fera partie de notre émission. Il s'agit de la rubrique association. C'est donc une rubrique qui va revenir un petit peu sur toutes les activités des associations à travers le territoire national et ce sera donc Kenzan Char qui sera à la charge de nous présenter cette rubrique. Alors, pour revenir donc alors vous voyez bien que cette matinée, notre émission est bien placée sous le thème de l'art et de la musique. Et avant de parler donc de tout cela, je vous propose les nouvelles du ciel en compagnie de Mina Abed. Suivez l'air du temps avec Mobilis. Mina, bonjour. Bonjour. Ça va, vous allez bien? Ça va. Il a fait bien frais ce matin. Oui. Oui, un petit peu. Et alors, ça va être comment tout au long de la soleil, journée? beau temps, comme quand même, hier. on va être gâtés quand même. On va être gâtés. On va encore être gâtés aujourd'hui. Encore, exactement. Alors, plus de détails avec vous? Oui. Allez-y. Merci beaucoup, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour et très bon réveil. Effectivement, aujourd'hui, le ciel restera plutôt dégagé, partiellement voilé, tout au long de la journée sur l'ouest, le centre, l'est du pays. Mais à partir de ce soir, on notera le retour des nuages, d'abord à l'ouest du pays et puis le centre en deuxième partie de nuit. Sur la partie sud, beaucoup de soleil également, du Nord-Sahara vers l'extrême sud en passant par le Sahara central, encore le Hogar et le Tassili. Les températures de cet après-midi, eh bien, on notera sur la moitié nord entre 20 et 22 degrés. Sur les reliefs intérieurs, on notera un minimum de 14 degrés. À Batna, 15 degrés à Al-Bayad, 19 du côté de l'Rouat, 20 degrés à Ghardaya, ainsi qu'à Hassim Saoud, Bachar, 24 degrés à Adrar, 25 à Ain Salah. Et enfin, 27 degrés à Borj, Beti Moukhtar et Ain Ghazam. On passe tout de suite à l'Europe. Pour aujourd'hui, eh bien, on notera un ciel plutôt couvert à Varsovie, Prague, on notera des averses à Paris, Bordeaux, Marseille, Berne et puis bien sûr du soleil à Rome ainsi qu'à Budapest. Côté Mercure, on notera 3 degrés. À Berlin, 5 degrés à Berne, 13 à Marseille, 10 degrés à Paris ainsi qu'à Londres, 8 à Dublin, 10 degrés à Madrid, 10 également à Athènes et enfin moins 1 degré à Varsovie ainsi qu'à Bucarest. On passe tout de suite à l'éphéméride et puis pour plus d'informations, le site de Météo Algérie reste à votre entière disposition. Très bonne matinée et à tout à l'heure midi. La météo vous a été présentée par Mobilis. Merci beaucoup Mina. Alors on vous retrouvera tout à l'heure après le journal du midi. Midi, tout à fait. Parfait. Merci beaucoup. Merci Bonne journée à vous. Bonne journée. Alors tout de suite l'actualité en compagnie de Feria Lassari. Juste après, elle recevra son invité, Monsieur Abdelmajid Chekari, qui est le DG de la Cocobat, pour parler de son thème. Bonjour Nour Houda, mesdames et messieurs, bonjour. La 5e session de la commission mixte de coopération algéro-maltaise se tiendra aujourd'hui à La Valette. La délégation algérienne à cette session, composée de représentants de plusieurs secteurs, sera conduite par le ministre de l'énergie Mustapha Guitouni en sa qualité de coprésident de la commission côté algérien. La promotion des exportations hors hydrocarbures. Une rencontre s'est tenue hier sur ce thème. Le ministre du Commerce a affirmé que l'année 2019 sera l'année de la promotion des exportations hors hydrocarbures, notamment
notamment à travers l'élaboration d'une feuille de route pour la définition des grands axes de la stratégie nationale d'exportation. Plus d'une cinquantaine de contrats d'exportation ont été signés lors des salons des produits algériens organisés cette année à l'étranger. Parmi les contraintes évoquées par les participants, l'insuffisance dans les transports et la chaîne logistique. Dans l'activité ministérielle toujours, à Tipaza, la ministre de la Solidarité nationale, de la famille, de la condition de la femme préside la cérémonie de ratification par l'Algérie de l'accord onusien des droits de l'enfant. À l'étranger, les électeurs malgaches appelés aux urnes pour le deuxième tour des élections pour élire leur président dans un scrutin qui s'annonce des plus difficiles, d'autant qu'il oppose deux grands ténors de la vie politique malgache. Au Yémen, sur le terrain, les combats ont cessé dans la ville de Hodeïda, ville portuaire à l'ouest du Yémen, après une flambée de violence consécutive à l'entrée en vigueur de la trêve négociée par l'ONU. En France, la crise des Gilets jaunes n'est pas encore terminée, mais le ministère de l'Intérieur doit étendre un nouvel incendie. Une fronde des policiers qui réclament un retour sur investissement après leur mobilisation en masse sur les manifestations. Pour calmer cette colère, le gouvernement a d'ores et déjà proposé une prime de 300 € aux forces de l'ordre mobilisées face aux Gilets jaunes. Et enfin, Coupe d'Algérie de football, les 32e de finale. L'Amel Reris, club évoluant en division interrégion de football, a réalisé un retentissant exploit en battant la JS Kabylie sur le score de 2-0. Un match comptant pour les 32e finales de la Coupe d'Algérie disputée hier à Reris. Et c'est l'heure à présent de recevoir l'invité de la matinale. Nous recevons ce matin Monsieur Abdelmajid Chekakri. Monsieur Abdelmajid Chekakri, bonjour. Vous êtes directeur général de la CACOBAT. La CACOBAT, la Caisse nationale des congés payés chômage intempéries des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation, Monsieur Chekakri. Merci à vous. Bonjour à vous et à l'ensemble des téléspectateurs de Canal Algérie. Merci. Alors, je pense qu'à chaque interview que vous devez faire, vous devez toujours réexpliquer un peu la fonction de votre caisse qui n'est pas forcément connue par le grand public vu qu'elle s'adresse généralement à des professionnels, aux entreprises qui fonctionnent généralement, qui activent dans le BTPH. Alors, à quoi sert votre CACOBAT pour en résumer? Exactement. Donc, moi, c'est avec toujours un grand plaisir qu'on présente la CACOBAT à l'ensemble de nos téléspectateurs. Comme vous l'avez si bien dit, c'est une caisse professionnelle qui s'adresse donc à un public bien averti, qui est celui du secteur du bâtiment, travaux publics et de l'hydraulique. Donc les missions essentielles, pour faire vraiment court, tournent autour essentiellement de la prise en charge des droits au congé aux travailleurs du secteur que je viens de citer, ainsi que le remboursement des indemnités qui sont liées aux intempéries. Peut-être tout à l'heure on expliquera de quoi elles retournent, et puis les innovations qui ont été intégrées depuis 2017 à cette branche d'activité qui est très importante. Voilà, nous sommes donc un organisme sous tutelle du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale. Nous sommes donc administrés par un conseil d'administration, et là, la précision est importante pour dire que la composante humaine de ce conseil d'administration est tripartite, c'est-à-dire qui a la représentation des travailleurs et celui du patronat ainsi que de l'administration, enfin des administrations publiques. Alors voilà. Vous êtes encore jeune, vous avez à peu près une vingtaine d'années. La CACOBAT a été créée en 1997. Vous avez enregistré un certain nombre d'affiliations de la part des entreprises. Les derniers chiffres qu'on avait, ou que j'ai en tout cas, vous allez les commenter, fin 2016, étaient de 64 000 entreprises affiliées. Alors, est-ce qu'il y a eu évolution ou baisse depuis ? Alors, il y a eu une baisse, mais il faudrait qu'on argumente, expliquer le pourquoi des chiffres aussi importants en termes techniques que financiers aussi. Il n'y a pas que les entreprises qui ont été importantes, qui ont été enregistrées en 2016. Il y a eu également l'aspect financier, où on a pu engranger plus de 31 milliards. C'était historique comme recette en matière de cotisation, où jamais la CACOBAT n'a pu l'accomplir. D'ailleurs, la CACOBAT se porte bien. Très bien, donc très bien équilibré. Bonne santé financière. Exactement. Donc, et là, il faudrait que j'explique, c'est un peu grâce à mes prédécesseurs qui ont eu quand même le courage et l'intelligence de mettre en place tous les verrous pour pouvoir avoir une situation aussi équilibrée que celle qu'on enregistre aujourd'hui. Donc je disais pour 2016,
Et ce sont les retombées de l'application de la loi de finances complémentaire de 2015 qui a vu beaucoup d'entreprises venir au niveau de la CACOBAT, à l'instar des autres caisses d'ailleurs, régulariser des facilitations qui leur ont été Exactement. offertes. Oui. Puis en 2017, ce n'est un secret pour personne, le secteur du bâtiment a connu des difficultés, notamment de récupération de créances et de lancement de nouveaux projets, qui s'est réglé vers la fin de 2017, mais dont les retombées, on les voit à travers les chiffres, puisque en 2017 déjà, on avait une baisse de 59 000 entreprises et pour l'année, donc à fin novembre 2018, on est à 58 200. Donc il y a une baisse à peu près de 2% en termes d'entreprises affiliées à la CACOBAT et aussi en termes de travailleurs déclarés, oui. Puisque nous enregistrons à la fin du mois de novembre plus d'1 million. Et ça, c'est un chiffre qui est important, parce qu'il faudrait peut-être que je glisse une petite parenthèse pour dire que la CACOBAT est une caisse qui est unique dans le monde arabe, ce que je me plais à le répéter parce que c'est important, et en Afrique. Donc c'est le seul organisme qui justement prend en charge cette catégorie vraiment particulière dont le travail est pénible. On ne va pas peut-être s'étaler là-dessus, mais en tout cas qui est reconnu comme étant un travail pénible, qui prend en charge l'aspect qui est lié à la sécurité et la santé à travers les chômages intempéries et leurs droits absolus au même titre que tous les travailleurs en matière de congé. Donc je disais, il y a eu une baisse, pour vous terminer avec le commentaire sur les indicateurs principaux, mais qui n'a pas d'impact direct sur la bonne santé financière, de la CACOBAT. D'accord. Voilà. Alors, combien de travailleurs ont bénéficié, si vous avez les derniers chiffres, de congés de l'intempérie chômage pour cette année? Alors, pour cette année, nous avons enregistré plus de 900 000 travailleurs qui ont bénéficié donc, de leurs droits en termes de congés. Et là aussi, je vais en profiter parce que c'est une occasion pour moi d'essayer de vulgariser un peu les activités de la CACOBAT. C'est que nous payons plus de 100 000, environ 100 000 travailleurs par Internet. Donc nous sommes peut-être... C'est là l'innovation de la CACOBAT. Exactement, parmi les innovations introduites depuis 2013. En phase avec les développements des TIC. Et j'en parle parce que normalement, dans quelques jours, nous allons lancer également la frange la plus importante de salariés qui est payée par Algérie Post, donc par compte CCP. Oui. Nous avons un accord qui devrait être conclu à partir de la semaine prochaine ou bien au début de l'année 2019. Qui va permettre justement de payer totalement tous les travailleurs en matière de congés par Internet. Très bien. Mais d'ailleurs, vous avez créé également des plateformes où les employeurs peuvent faire leur télédéclaration, déclarer leurs employés via Internet. Oui. Vous avez un centre call center, un centre d'appel où vous recevez les appels des employés et des employeurs. Exactement. Vous tenez à moderniser. Pour vous, c'est important aujourd'hui d'être en phase avec le développement des technologies? Extrêmement important, et puis ça a été... Un gain de temps, un gain d'argent? Exactement, un gain de temps et d'argent pour l'usager. Aujourd'hui, nous préférons l'appeler comme client, donc c'est pour le client. Et depuis, donc, ça a toujours été une préoccupation majeure pour la CACOBAT. Le client est toujours dans le centre d'intérêt de nos projets de développement et de modernisation. Donc, ce n'est pas sans plaisir que je dis nous sommes le premier organisme public qui a mis en place la plateforme de télédéclaration, Tasrihatkoum, depuis juillet 2012, qu'on a étendu donc, à partir de 2013. Donc, nous sommes les pionniers dans le domaine. Donc, cette plateforme, l'idée, ce n'est pas de la mettre en place, mais surtout de veiller à ce qu'il y ait une adhésion des usagers, donc, ou bien des clients de la CACOBAT. Pour attirer les employés. Exactement, parce qu'aujourd'hui, nous enregistrons plus de 99% des déclarations qui sont faites à partir de la plateforme. Donc, pour ne pas dire, donc, en termes de coûts, de réduction de coûts... la bureaucratie, les déplacements peuvent freiner Exactement. les donc, avec tous les problèmes de déplacement que peut avoir l'Algérien lambda aujourd'hui, donc nous avons mis en place. Et cette plateforme prend en charge non seulement les déclarations des usagers périodiques, mais également prend en charge les remboursements en matière de chômage intempérie. Aujourd'hui, les entreprises, 97% des entreprises
qui demandent donc des prises en charge ou des remboursements en matière de chômage intempéries le font à partir de cette plateforme qu'on appelle Tasrihatkoum. Et d'ailleurs, à partir de la semaine prochaine, nous allons même mettre un autre onglet qui va permettre à nos usagers de faire un live chat, c'est-à-dire pouvoir exactement chatter en live. Et tout ça, ça a été fait par des ingénieurs informatiques, par un groupe d'ingénieurs qui sont animés de très bonne volonté et qui sont justement, qui veulent aller... D'ailleurs, la Cacobat, vous me le disiez tout à l'heure, est une entreprise qui recrute des jeunes cadres et également compte une gente féminine importante. Exactement. Bon, enfin, c'est un peu les éléments de la réussite. Vous pouvez je peux vous les indiquer. Nous avons c'est important d'être à l'air du temps. Exactement. Plus de 54% de notre personnel est universitaire. Plus de 75% de notre personnel a moins de 45 ans. Donc nous sommes une entreprise jeune et qui permet justement d'aller vers des questions de modernisation. Donc notre objectif, parce que nous travaillons sur un planning pluriannuel, ce qu'on appelle le plan stratégique de la Cacobat, qui va se terminer en 2019. Tous ces axes qui sont liés à la modernisation et le développement, on est en train de les accomplir. D'ailleurs, pour ça, c'est une première. Je vais peut-être l'annoncer aujourd'hui. Nous sommes en cours de certification ISO 9001 version 2015, justement, pour obtenir, donc pour être normalisé en termes de... par rapport au système. Aujourd'hui pour les entreprises. Exactement. Et nous sommes l'un des premiers organismes qui devrait être certifié parce qu'on est en cours d'audit dans le système management qualité, toujours orienté vers le client, c'est-à-dire nous mettons en place, nous normalisons nos activités, notre façon de manager l'organisme pour permettre justement aux clients d'en tirer bénéfice. Oui. Alors vous parliez tout à l'heure du nombre de travailleurs qui ont bénéficié des congés et de l'intempérie chômage. La Caisse finalement a déboursé combien dans le chapitre indemnisation? Alors pour ce qui concerne les congés payés, c'est plus de 25 milliards de dinars. C'est pratiquement 2500 milliards de centimes qui ont été versés aux salariés du PTPH en matière de congés. Et pour ce qui concerne le chômage intempérie, nous avons versé plus de 700 millions de dinars, c'est-à-dire 70 milliards, pour plus de 170 000 bénéficiaires. Donc c'est pour vous dire un peu la couverture qui est assurée par la Cacobat. Et là, toujours en matière d'innovation, et ça, c'est quelque chose, c'est une première mondiale. Je crois que j'ai eu l'occasion d'en parler dans d'autres événements. La Cacobat a mis en place ce qu'on appelle le chômage intempérie qui est lié à la canicule. J'allais vous en parler justement. Voilà, justement. Ça, c'est une première mondiale qui a été donc intégrée. Vu notre climat chez nous. Exactement, parce que nous avons adapté un peu nos activités par rapport à notre climat. Et nous avons initié cette prestation qui est en place depuis déjà 2016, qu'on avait étendue au haut plateau, pas spécialement au sud, et qui devrait être à terme étendue à l'ensemble du territoire national. Et ça s'est fait en collaboration, notamment pour les régions du sud, avec l'Office national de météorologie. Donc voilà, puisque la nouveauté, nous sommes toujours dans l'innovation en matière de prestations ou bien de modernisation. Alors vous tenez à moderniser votre secteur, mais est-ce qu'il y a un suivi derrière? Est-ce qu'aujourd'hui les employeurs et les employés suivent cette modernisation? Est-ce que l'environnement actuel en Algérie le permet? On peut évoquer peut-être la question e-payment, mais pour ce qui concerne la télédéclaration, je vous ai dit, c'est en termes lorsqu'on a évalué, j'ai donné l'indicateur, vous avez dit, plus de 99% des entreprises déclarent leur salaire et leurs cotisations à travers Internet. Donc c'est déjà une grande réussite. Donc je dis bien 99%. C'est un taux qui n'est même pas enregistré dans des organismes un peu similaires qui sont de l'autre côté de la Méditerranée. Je dirais la même chose pour ce qui concerne le chômage intempérie. Maintenant, pour e-payment qui a été lancé en 2017, en compagnie de nos partenaires, la banque et le CPA aujourd'hui, il n'y a pas eu beaucoup d'engouement, malgré que la SATIM et à travers la banque partenaire CPA ont mis en place ce qu'on appelle la carte Business Corporate pour les entreprises donc, au statut moral.
Et je pense qu'il faut donner le temps de vivre à ce projet. Que cela devienne une culture chez nous. Exactement. Donc c'est comme une organisation. Il devrait y avoir donc une évolution sur le plan culturel. Alors il nous reste très peu de temps, juste une dernière question. Est-ce qu'aujourd'hui les employés ou les employeurs plutôt sont obligés de souscrire ou de s'affilier à cette caisse? Non, oui, ils sont dans l'obligation, même titre que la classe par exemple, ils sont dans l'obligation donc de s'affilier à la COCOBAT, justement parce que nous sommes le garant du droit au congé aux travailleurs qui exercent leurs activités au sein de ces entreprises. Donc c'est une obligation. Vous arrivez à identifier aussi les travailleurs non déclarés ou sous-déclarés? Oui, je peux vous donner un chiffre, on a plus de 23 000 travailleurs à fin novembre qui ont été identifiés, qui ont ce qu'on appelle le travail au noir, qui ont été récupérés. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce sont des travailleurs qu'on a versés dans le formel. Donc on a enregistré et on a obligé leurs entreprises à régulariser, même des sanctions financières, et leur dossier est même transmis à l'inspection du travail lorsqu'il y a également des infractions qui sont liées directement au droit du travail. Merci Monsieur Abdelmajid Chekakri. On arrive au terme de notre interview. Je vous rends l'antenne Nour El Houda. Je rappelle que j'étais avec le directeur général de la CACOBAT. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Je vous retrouve tout à l'heure pour le journal à 12 h. Merci beaucoup Friel, merci aussi à votre invité. Alors nous poursuivons les programmes de notre matinée et donc dans un petit moment nous reviendrons comme je vous disais en début d'émission à ce concours El Manara où il y a eu donc représentation de la mosquée d'Alger, et donc juste en attendant de retrouver notre invité, je vous propose de découvrir ce reportage ou cette couverture qui a été faite par notre collègue qui s'est rendu justement au Centre international des conférences où s'est déroulée cette représentation, où s'est déroulée là où le jury a annoncé le lauréat. Je vous propose de découvrir ce reportage et on se retrouve juste après. Cérémonie de remise des prix du concours Manara pour la description de la Grande Mosquée a vu la participation de plus de 500 œuvres poétiques qui ont excellé dans le verbe et la prose et qui ont charmé le jury. À leur tête, le président du jury du prix Manara, Dr Abdallah Al-Ashi de l'université de Batna. L'idée a germé de la radio algérienne qui a toujours été une source de culture et de tout ce qui est beau dans ce pays. Une radio qui est née un jour comme aujourd'hui, de l'année 1956, une voix de la révolution algérienne qui a continué à jouer ce rôle après l'indépendance pour accompagner toutes les réalisations de ce pays et marquer les événements tel celui d'aujourd'hui. Elle accompagne une réalisation urbanistique, culturelle qui brille par sa tolérance et sa propagation de la paix. Le concours de poésie Manara pour la description de la grande mosquée d'Alger, sous le haut patronage de son Excellence, le président de la République Abdelaziz Bouteflika, est une prestigieuse récompense littéraire, artistique, religieuse unique. Et nous sommes fiers de ce grand édifice et nous souhaitons que cette mosquée prestigieuse propagera un message de tolérance, de modération dans le cadre du vivre ensemble en paix. Message transmis par notre sainte religion depuis plus de 14 siècles. Nous avons été étonnés du nombre de participants et pour la plupart des participants de grande valeur qui ont présenté des œuvres poétiques importantes. Le jury a remis le premier prix d'1 million de dinars au poète Mohamed Boutran pour son poème « Ka'annahu huwa ». Les deuxième et troisième places, 500 000 dinars chacune, reviennent respectivement aux poétesses Fatiha Ma'amri et Samira Ben Issa pour leurs poèmes « Al-Manara » et « Tajaliyat al-Nour ». Je ressens une immense joie, mais aussi du stress, car j'avais une très grande responsabilité de bien faire et de gagner un tel concours et de le mériter. Jama al-Jazair est considérée la plus grande mosquée en Afrique et la troisième après celle de la Mecque et de Médine. Cet édifice, dont les travaux ont débuté en 2012, sera réceptionné fin 2018 ou début 2019.
Voilà, donc avec nous ce matin, Monsieur Mohamed Badreddine, qui est membre du secrétariat du concours d'El Manara. Vous êtes aussi directeur de Radio Culture. Bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors, à l'occasion de du 62e anniversaire de la radio, vous avez initié donc ce concours Al Manara, c'est la première édition. Alors, parlez-nous un petit peu de cette initiative. Eh ben, donc, la cérémonie finale a été organisée donc, à l'occasion du 62e anniversaire du lancement de la radio secrète, la voix de l'Algérie libre et combattante, donc lancée en 1956, mais l'organisation de ce concours était un petit peu conformément aux traditions de la radio algérienne d'accompagner et d'encourager la création et la promotion culturelle et artistique, et aussi en prévision de l'inauguration de cet grand édifice qui se rapproche. Donc nous allons voir prochainement l'inauguration de la grande salle de prière et par la suite éventuellement d'autres structures de ce grand complexe. Donc c'est un édifice qui comprend plusieurs services, plusieurs annexes, que ce soit le centre culturel, la bibliothèque, ainsi que la grande salle de prière, donc, qui pourra accueillir 120 000 places. Je n'oublie pas de parler du minaret, donc, qui sa hauteur est la plus haute du monde, donc elle avoisine près de 300 mètres d'altitude. Donc, mais ce qui est important, ce n'est pas aussi l'aspect architectural uniquement, c'est le contenu et le rôle et la mission de cet édifice. Donc en fait, c'est tout l'aspect spirituel, éducationnel, culturel de l'édifice lui-même. Donc il est attendu de cet édifice qu'il propage les vraies valeurs de l'islam et le message de paix, de tolérance et les principes du vivre ensemble en paix. Vous savez, notre identité, notre référent national sont toujours appelés à être consolidés, et Jami al-Jazair, ce minaret, donc il est attendu de lui de jouer un grand rôle dans ce sens. Donc ce concours, il n'est pas lancé uniquement pour décrire l'aspect architectural de cet édifice, mais aussi les missions et le contenu et le rôle qui est attendu de lui, donc dans le futur proche, une fois il est inauguré. Réceptionné. Alors ce concours, il est d'abord, c'est un concours d'abord poétique, puisque ce sont des poètes qui ont participé à ce concours donc pour représenter cet édifice et pour représenter donc tout ce que vous disiez comme ce qui va véhiculer comme valeur, ce qui va véhiculer comme éducation, comme culture et comme prise en charge donc de la société. Alors quel a été l'engouement des participants? Quel a été l'engouement de ceux qui voulaient réellement prendre part à cette manifestation? Eh bien là, nous sommes vraiment surpris par agréablement surpris. Une large adhésion. D'abord, il faut souligner que cette initiative a été parrainée par Monsieur le Président de la République. Aussi, elle a été organisée avec la participation de l'ONDA, qui nous a accompagnés donc, dans cette initiative. Et nous avons enregistré une large adhésion des poètes et des poétesses. Nous avons enregistré une large participation, donc plus de 1100 participations. Ah, quand même. Nous avons reçu plus de 600 textes. Après examen des dossiers, donc il y avait une bonne sélection, 503 textes qui ont été transmis aux membres. Sur 600, quand même, du jury. C'est un bon score. Ah oui, tout à fait. Nous avons dépassé toutes les prévisions. Et donc les textes qui répondaient aux normes exigées dans le règlement intérieur ont été bien sûr remis au comité de jury, donc, qui était présidé par le docteur Abdallah Al-Aché de l'université de Batna. Ils ont été examinés minutieusement, et puis après délibération et après la shortlist, etc. Donc il y a eu la sélection des 3 textes qui ont été
présentés donc lors de la cérémonie finale. Ah, j'imagine que la tâche a été très difficile. Du moins, vous avez déjà retenu plus de 500 textes sur 600. Alors j'imagine que le choix n'a pas été facile pour le jury. Bon, certainement. le choix c'est du ressort du comité de jury, mais nous comme comité d'organisation, nous avons quand même ressenti une certaine pression, une certaine charge lors de la réception des textes et du courrier, parce qu'il y avait deux voies, donc la voie électronique et la voie du courrier postal. Donc il y a beaucoup de courriers. Il y a des dossiers qui n'ont pas été retenus, faute de pièces d'identité par exemple, de format électronique des textes, etc. Donc tout ça, on a essayé de se conformer aux règles fixées par le règlement intérieur. Alors, est-ce que les textes ont été présentés en langue arabe ou Ah il y oui, avait d'autres la langues? participation était exclusivement donc, en langue arabe pour cette première édition. La participation a été ouverte à tous les Algériens et les Algériennes, c'est un concours national. donc sans limite d'âge ni de sexe. Nous avons enregistré une large participation à travers pratiquement toutes les wilayats, 46 wilayats sur 48, ainsi que même pour notre communauté donc, à l'étranger. Et ça a d'ailleurs bien coïncidé avec la journée internationale de la langue arabe que nous avons célébrée cette semaine. Oui, tout à fait. Donc nous avons bien sûr, je parle sous le contrôle de Monsieur le Président du jury qui a vraiment apprécié et même a parlé d'une date butoir. C'est-à-dire il était vraiment très satisfait de la qualité des textes. Donc ce qui est à souligner, ce n'est pas uniquement la participation et le nombre de textes reçus, mais aussi la qualité des textes et l'innovation constatée à travers les textes et la langue et les thèmes aussi traités et véhiculés par les textes. Ce qui nous vraiment réchauffe le corps. C'est des choses vraiment à souligner. Alors, le 16 décembre dernier, ça a été la soirée de remise des prix. Ça a été la soirée où a été annoncé les lauréats. Au niveau donc du Centre international des conférences, nous avons eu l'occasion de suivre le reportage. Alors, parlez-nous un petit peu de cette ambiance. L'ambiance, d'abord, je parle un petit peu de la satisfaction des différentes parties concernées par cette initiative. Les invités, les participants, les lauréats et les partenaires de la radio algérienne. Donc, les membres du jury ont travaillé péniblement pour distinguer les textes. Et puis la presse aussi qui a souligné hautement la qualité de l'organisation ainsi que la qualité des textes. Tout ça, c'est des enseignements qui nous réconfortent. Et c'est ce qui a bien sûr laissé Monsieur le directeur général de la radio algérienne d'annoncer lors de la cérémonie que ce concours sera institué et deviendra un concours annuel et sera ouvert aussi en langue tamazight. Donc la prochaine édition sera organisée en deux langues nationales et officielles, la langue arabe et la langue tamazight, avec des thèmes qui diffèrent d'une année à une autre. D'une année à une autre. Alors effectivement, il y a eu trois lauréats pour ce concours. Il y a eu le prix de Manara, donc le premier prix qui a été décerné à Mohamed Boutran, un jeune de Skikda, pour un texte dont le titre Ka'annahu Hu. Il y a eu deux prix d'encouragement, deux jeunes dames, l'une de Biskra, Samira Ben Issa, et une autre jeune dame aussi de Al-Mni'a, Fatiha Mamri. Donc, lors de la cérémonie aussi, il a été annoncé que 35 autres meilleurs textes qui ont été sélectionnés mais qui n'ont pas été primés seront publiés avec les textes primés. C'est quand même une forme de distinction. Oui, aussi, tout à fait. Donc, ils seront publiés prochainement dans un recueil
qu'on va réaliser avec nos partenaires aussi. Ah ben, Monsieur Badreddine, merci beaucoup pour cet éclairage. On vous souhaite une bonne continuation, d'autant plus que le concours sera donc une tradition à partir de cette année, de l'année prochaine avec d'autres thématiques. Merci beaucoup. On vous souhaite beaucoup de courage et beaucoup plus de réussite pour les prochains thèmes. C'est à moi de vous remercier. Merci beaucoup. Alors, comme on disait en début d'émission, hier, ça a été donné le coup d'envoi donc, de la 13e édition de Festival Jury. Nous allons revenir dans un petit moment avec notre invité à cet événement. Mais avant cela, je vous propose cette chanson de Nadia et on retrouve juste après.
Et sur ce rythme andalou qu'a commencé donc le festival Algérie hier, et ce matin nous allons en parler avec l'un des membres organisateurs, Monsieur Najib Kate, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci beaucoup. Alors, c'est la 13e édition. C'est la 13e édition. C'est 13 ans de travail, 13 ans de festival, 13 ans de bonheur pour les amoureux de la musique andalouse. Effectivement, il n'y a pas que la musique andalouse, il y a les musiques anciennes. Donc, c'est une palette extraordinaire que le public découvre à travers les musiques anciennes des pays qui sont invités chaque année lors de ce festival international. Alors, cette année, vous allez recevoir 14 pays. Voilà. Alors, qui sont ces pays qui vont participer? Donc, hier, c'était l'ouverture. Donc, il y a eu Hamidou, bien sûr. Il y a eu Zeriab Kalo, Espagne. Donc, il y a eu, si on veut, le public a été... s'est régalé à travers, parce que Hamidou a beaucoup de succès, donc le public a demandé un bis plusieurs fois. Oh, c'est vrai que Hamidou, on a grandi avec aussi. Hein, voilà, donc, effectivement. Et puis, il devient une icône aussi de la musique andalouse. Effectivement. Et puis, il a eu l'orchestre espagnol qui a eu quand même du succès. Donc, pour demain, ou pour aujourd'hui, il y a l'ensemble Hassan de Turquie. Et puis, tout de suite après, il y a la chanteuse algérienne, donc, que j'arrive pas à retrouver son nom. Ça va revenir. Voilà. C'est intéressant puisqu'il y a les deux musiques héritées depuis des siècles qui vont se produire aujourd'hui. Donc, demain, il va y avoir le Liban, l'ensemble Tarab d'Iran et le Jazeera. Donc, le Jazeera, c'est une école de musique andalouse dirigée par M. Bachir Mazouni. Donc, le 21, le duo Merlin-Suède, Agora, Lamia et Tamara. Donc, il sera en duo avec Elena de Grèce. Et puis, le 22, il y aura l'ensemble Tabulatura, Hongrie, Cisco du Sénégal, et Petit Mouh, qui reste un enfant du Chabi, qui vit à Paris. Donc, il a su réunir la musique jazz, blues et tout avec le Chabi. Ça a donné quelque chose d'extraordinaire. Donc, c'est la deuxième fois, je pense, qu'il est invité à Festival Algérie. Le 23... C'est vraiment la musique andalouse revisitée avec lui. Hein. Oui. La musique Chabi. La musique Chabi, plutôt revisitée avec lui. Voilà, ça a donné un nouveau souffle et c'est très bien apprécié. Donc, comme c'était aussi un des musiciens de Zahira, Allah yarhamou, au bonjour. Donc, c'est quelqu'un qui a beaucoup de succès et qui a beaucoup de choses à donner musicalement. Le 23, donc, il y a l'Argentine. Et puis, il y a la musique afghane et indienne. Donc, comme on dit en arabe, un mezj entre ces deux musiques qui se complètent. Et puis, il y aura Samira Kadri du Maroc. Donc, il y aura aussi... Donc, le 23, il va y avoir une soirée chargée. Parce que non seulement il y a les trois pays qui sont là, mais aussi il y a la fusion qui va être réalisée par Dar al-Gharnatiya de Koléa et Nassim el-Andalous d'Oran. D'accord. Donc c'est la soirée chargée, comme on dit. Le 24, Shahrazad Hillel de Tunisie et le Ma de Béchar qui vont agrémenter la soirée du 24. Le 25, c'est l'ensemble Tart, Torah Égypte, et l'artiste Nouri Koufi qui va clôturer. Je voudrais dire que le 24, il y a aussi Hamdi Bennani. D'accord. Voilà, qui sera de la partie. Donc, il va donner justement l'empreinte de l'Est. Bennani, qui est très connu, je pense que le public appréciera son passage. Et Nouri Koufi qui va clôturer donc le festival cette année de musique arabo-andalouse et des musiques anciennes. Alors aussi, chaque année, en marge de toutes ces festivités, en marge de toutes ces soirées que vous organisez aussi des ateliers donc, autour de la musique. Parlez-nous de ces ateliers de Effectivement. Cette année. Donc chaque année, il y a un instrument qui est choisi. Mais je pense que c'est tous les 2 ans. Donc l'instrument reste tous les 2 ans, donc 2 festivals. Donc il y a eu le Quetra, il y a eu la mandoline, il y a eu les altos. Donc cette année, c'est la 2e année, puisque l'année passée, c'était le masterclass des violons, 4 carrés alto, il y a eu le Quetret, les luttes et le rebeb. Donc cette année,
c'est la suite de ce master pour voir l'évolution un peu, mais aussi les nouveaux musiciens qui se sont inscrits. Donc c'est tout un travail qui va se faire pour le perfectionnement justement des jeunes musiciens altistes ou ceux qui ont choisi Rebeb et l'oud. Alors justement, ces ateliers sont destinés à qui? Les ateliers sont destinés à tous les musiciens des conservatoires, mais aussi à tous les musiciens des associations. Donc ils viennent pour rencontrer Khalil Baba Ahmed, qui est très intéressant, point de vue violoniste de Tlemcen, point de vue la justesse et l'apprentissage de cet instrument qui reste quand même difficile. Alors, il y a beaucoup de musiciens autodidactes aussi et qui font de très très belles choses, ils sont très impressionnants. Est-ce que eux, par exemple, ils peuvent atteindre ce genre d'atelier? Ah, mais bien sûr. Mais bien sûr, c'est ouvert à tout le monde. Ouvert à tout le monde. Il y a l'inscription et avec l'inscription, bien sûr, on envoie un enregistrement. Donc, c'est à partir de l'enregistrement qu'il y a la première sélection. Il faudrait qu'il y ait une maîtrise quand même assez importante pour pouvoir participer au masterclass du Festival international. D'accord, donc il suffit juste de s'inscrire. Et d'envoyer une écoute. De 5-10 minutes, c'est bon. Hein. D'accord. Alors chaque année, il faut dire, le Festival Géry enregistre de grands succès. Donc il y a beaucoup de personnes, beaucoup de mélomanes qui fréquentent le TNA quand c'était au TNA, Opéra quand maintenant c'est à Opéra. Alors quelles sont vos attentes de cette année? Donc cette année, le ministre nous a demandé d'élargir le Festival international. Donc ça a été décidé. Il y a plusieurs villes où il va y avoir les représentations qui vont se dérouler. Pas la majorité, donc c'est une question budgétaire aussi, hein. Pas la majorité, mais quelques étrangers vont se produire à Constantine, à Cherchel, donc en fusion ou en même temps que les associations existantes dans ces régions. Donc le festival va déborder sur plusieurs villes et c'est très intéressant parce qu'il est centralisé à Alger. Donc il y a eu des moments où il était à Tlemcen et Constantine, quand il y a eu les grandes manifestations comme Tlemcen 2011 et Constantine, la musique arabe. Donc, là, il va y avoir, comme la Hongrie, quelques pays qui vont se produire et le public de Constantine, le public de Cherchel et d'autres villes aura le plaisir aussi de goûter à ces soirées exceptionnelles et ces rencontres assez intéressantes entre les musiques anciennes et la musique arabe andalouse et le public algérien. Voilà, donc en fait, ça permettra aux habitants des autres villes de bénéficier aussi du Festival international. Voilà, c'est une chose très intéressante. Voilà. Mais il y a aussi les conférences. D'accord. Donc, il y a les conférences, donc M. Yassine Laraj, M. Hassan Tabardiran, et aussi M. Dr Yahya Al-Ghoul, et donc Dr Abdallah Hamadi, qui vont donner des conférences autour de la musique classique algérienne, de son évolution, mais aussi des musiques anciennes. Donc, ces rencontres et ces fusions entre ces orchestres venus un petit peu d'ailleurs, rencontrer le public algérien. Donc, il y a toujours des choses à dire. Il y a toujours des choses qu'on ressent et le public est là justement pour qui nous aide à aller de l'avant, parce que le public vient, écoute la musique et a son mot à dire aussi. Effectivement. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Najib Kateb, c'est moi qui vous pour remercie. Tous ces détails. Donc, le festival se poursuivra jusqu'au 25 décembre. Voilà. Alors, ça va se faire donc à Opéra d'Alger. Soyez nombreux. Donc, vous serez gâtés chaque année, plutôt chaque soirée, pardon, et chaque année d'ailleurs. Hein, je voudrais dire que le commissariat est sous la direction, si vous voulez, de Monsieur Aïssa Rahmaoui, aussi qu'on salue, qui est là pour justement essayer de promouvoir de plus en plus ce festival, lui donner du punch et le faire vivre. Voilà. Merci beaucoup, donc, Monsieur Kateb. Alors, comme je disais, les soirées se poursuivent jusqu'au 25 au niveau d'Opéra. Alors, merci beaucoup. Alors, dans un petit moment, nous allons recevoir notre nouvelle recrue, Kenzan Char. Mais avant cela, je vous propose une petite virée à Béchar en compagnie de notre collègue Yasmine Chouir. À tout de suite.
Le désert algérien, à l'instar de Béchar, est une des destinations les plus prisées en ces périodes de fin d'année. Tarit ou encore Bni Abbas, la position géographique de ces oasis leur confère le statut de portail du désert. Les dunes, les palmeraies, les costumes ou encore la gastronomie qui en font un musée à ciel ouvert n'en égalent l'hospitalité de ses habitants. C'est vrai qu'ici on a la chance, tant au niveau accueil qu'au niveau sécurité, c'est qu'on vient chez des gens que lui connaît. Et donc ça c'est vraiment une richesse. Et entre autres on a la personne qui est derrière vous, Zakaria, qui est une des connaissances justement. Et c'est une personne qui nous a fait découvrir ici Ben Yabès et c'est très très intéressant. L'Eqsar de la région, toujours empreint de l'âme des anciens, offre aux visiteurs une occasion de marcher sur les pas des ancêtres. Imaginez quel était leur quotidien entre les dédales des ruelles en terre rouge. Et pourquoi pas profiter de l'accueil des nombreuses maisons d'hôtes qui ont su restaurer ce patrimoine pour faire revivre aux touristes une immersion totale dans ce qu'était la vie en ce lieu. هو نجمو نقولوا هو الممثل نتاع هذيك البلاد لانه سفير هذيك البلاد امام المجموعه نتاع السواح اللي يزوروا البلاد. On peut dire qu'un guide touristique représente sa région. Il est un peu comme un ambassadeur pour sa ville vis-à-vis des touristes. Il doit pour cela être digne de sa mission et être au fait de toutes les richesses du site, connaître le patrimoine culturel, historique et naturel. الكنونات الثقافيه التاريخيه والطبيعيه. Autre site exceptionnel, celui des gravures rupestres, qui plonge le visiteur dans une ère encore plus ancienne, une ère préhistorique où les gazelles couraient dans des champs de verdure et où cette immensité désertique regorgeait de faune et de flore. Nous avons des sites historiques. L'Eqsar, par exemple, a plus de 8000 ans. Nous avons les gravures rupestres, nous avons aussi en parallèle des services et des activités touristiques, que cela soit avec des touristes étrangers ou des locaux. Nous avons des tentes et nous organisons des soirées avec de la musique traditionnelle. Très beau pays, gens très chaleureux, je me sens à l'aise, on a bien mangé, c'était super. On pourrait croire que les journées dans le désert se finissent avec le coucher d'un soleil qui, après avoir réchauffé les cœurs, s'en va se reposer derrière une dune. Mais ce serait mal connaître le Sahara et son ambiance nocturne, car la nuit se réveille un autre monde, celui des chants mystiques au clair de lune. Voilà, très très belle ambiance au sud algérien. D'ailleurs, la saison touristique du sud a été ouverte déjà dès le mois d'octobre. Alors c'est le moment justement de visiter le sud pour plusieurs raisons. Pourquoi pas pour des raisons humanitaires, pourquoi pas pour des raisons associatives. Et justement, nous allons en parler ce matin avec notre nouvelle recrue. Kenza, bonjour. Bonjour. Ça va, vous allez bien? Alhamdoulilah. Alors Kenza, c'est pas la première fois qu'on se rencontre? Oui. Est-ce que vous-même déjà vous êtes issu du domaine associatif? Tout à fait. Alors entre parenthèses, j'ai bien envie de me rappeler de ce jour où j'ai rencontré la première fois Kenza, c'était à la Casbah d'Alger. Tout à fait, merveilleuse expérience. Oui. Avec tous les membres de l'association. C'était justement pour le nettoyage de la Casbah. Oui. Je me rappelle, c'était un mois de Ramadan, c'était un jour du mois de Ramadan. Tout à fait, avec la fondation. C'était au mois de juillet. Tout à fait. Le soleil tapait bien fort. Ça tapait bien fort, mais c'était on s'en foutait. Les gens étaient tellement engagés, c'était une très belle ambiance, donc un très beau souvenir. Voilà. Même pour moi d'ailleurs, qui était venue juste pour la couverture de l'événement, j'avais vraiment mis la main à la pâte et c'est parti très vite. C'est parti très vite. Et justement là, vous revenez, donc on va vous retrouver chaque mercredi pour revenir un petit peu sur toutes ces actions que font sur le terrain les associations et tout le mouvement associatif et humanitaire d'une manière générale. Alors parlez-nous de votre rubrique, de ce que vous allez nous présenter durant
durant Très bien. votre parcours avec nous. Très bien. D'abord, merci de la confiance. Et alors, cette rubrique-là, Inch'Allah, ça va reprendre, ça va tracer toute l'activité de la société civile de manière générale. Donc, que ce soit des initiatives entreprises par des groupes de jeunes, par des collectifs, par des associations, des clubs ou du simple citoyen lambda. Donc, il sera question de reprendre des initiatives, que ce soit dans le domaine humanitaire, environnemental et sociétal. Donc, en fait, la vision de cette rubrique-là, c'est justement vous qui êtes derrière cet écran, de réanimer un petit peu cette fibre qui est en vous vers notre communauté qui existe. Hein. L'Algérie est bien connue pour ça. Donc, alors pour commencer, qu'est-il de plus important que d'investir dans l'humain? Donc, on va commencer par parler du domaine humanitaire. Alors, cette semaine, il y a eu la fondation Nesl Khair qui a fait un appel d'aide sur les réseaux sociaux. Je rappelle que la fondation Nesl Khair est née sur les réseaux sociaux. C'est une initiative qui a pris naissance sur les réseaux sociaux, qui a mobilisé un bon nombre d'Algériens ici en Algérie et ailleurs. Donc cet appel a été justement encore lancé sur les réseaux sociaux d'une bonne dame. Bon, ça c'est fréquent pour la réhabilitation de sa maison. Ça c'est fréquent. Mais pourquoi est-ce que j'en parle justement de cette bonne dame? C'est Madame Zeynep Sikili. Peut-être que certains de nos téléspectateurs vont la reconnaître. Alors, Zeynep Sikili, c'est la dame, elle a aujourd'hui 84 ans. Elle a écrit le premier livre de l'art culinaire algérien. C'était en 1973. C'est tout simplement un trésor. Donc, le fait de voir cette bonne dame dans une telle situation, il va de soi qu'il faut quand même faire quelque chose. Et justement, et surtout, l'appel a été fait par la Fondation Nesl Khair, c'est de relancer un petit peu de la classification de ce patrimoine moral qui est sans livre. Il comporte plus de 400 recettes du terroir. Donc, je vous encourage vivement à aller à sa rencontre. Pour cela, vous pouvez vous orienter sur la page Facebook de la Fondation Nesl Khair officielle. Restons aussi dans l'humanitaire. On est dans une période, dans la saison hivernale. On constate une énorme effervescence des associations pour les plus démunis. Donc, j'en parle de l'association Sidra. Donc, qui a entamé une caravane pour les enfants du Sud. Donc, c'est jusqu'au 24. Donc, vous avez jusqu'au 23 pour aller vers l'association Sidra pour donner vos vêtements neufs ou comme neufs. C'est-à-dire... c'est les affiches qui concernent l'association Sidra. Tout à fait. Ça, c'est l'initiative qui l'ont fait l'année passée et justement aller de retour cette année. Donc, j'aimerais juste vous dire que ça nous arrive c'est-à-dire des vêtements, un pull, il est au fin fond de notre armoire. Pour nous, on pense que on va l'utiliser un jour, mais pour d'autres, c'est vraiment une nécessité. Donc voilà, utiliser le jour même. Tout à fait. Donc l'association, c'est une association de jeunes. Donc même si vous ne pouvez pas aller vers cette association, vers Sidra, c'est eux qui vont aller vers vous. Donc vous pouvez tout simplement les contacter sur leur page Facebook. Vous trouverez toutes leurs coordonnées. Restant aussi dans les belles initiatives, vous avez l'équipe Yes Lucan en partenariat avec the Algerian Center of Internship. C'est un film qui va le passer Inch'Allah le 22 décembre à 13h au niveau de l'école supérieure algérienne des affaires. Alors c'est un film qui tout simplement lève le voile sur les belles initiatives à impact sociétal sur le territoire. Donc je suis très curieuse justement de voir c'est quand même émouvant de voir ce genre d'initiatives qui se font et de la part des jeunes, et surtout ils attendent rien en retour, juste une satisfaction. Tout à fait. C'est le pays, voilà. Oui. C'est pour le développement de notre belle Algérie. C'est tout à fait. Tout à fait. Alors maintenant, j'aimerais te poser une question, Nour. Est-ce que tu as l'habitude de faire des voyages juste entre filles? Voilà. Alors, je voyage beaucoup, mais là, je vois le voyage autrement. D'accord. Parce que tout simplement, très sincèrement, je n'y avais jamais pensé. Pourtant, c'est très amusant. Je n'y ai jamais pensé. Là, se retrouver juste entre cousines ou entre... En une fraction de seconde, je vois le voyage autrement. Maintenant, j'ai comme l'impression que j'ai jamais voyagé. Ça va être très amusant. Alors voilà, il y a Faiza qui me dit qu'on fera un jour un voyage ensemble. Mais voilà, justement, on ira avec Ehsen, d'ailleurs, dont je vais en parler. D'autant plus que Bonjour d'Algérie est une équipe féminine par excellence. Alors voilà, ce sera...
Ce sera un bon coup d'envoi, n'est-ce pas, Faiza? Elle est là, elle est en régie, elle me dit oui. Très bien, Inch'Allah. Justement, alors l'engagement citoyen dont je vais en parler cette semaine, c'est par cette jeune femme, une très belle femme, Ihsan. Elle s'appelle Ihsan The Adventurous. Alors, en ce moment, on est dans une ère du digital, de l'interactivité, de l'image. Donc, Ihsan, justement, elle a su utiliser cette effervescence-là pour faire découvrir le tourisme algérien. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Au féminin. Au féminin, principalement, mais alors, c'est elle qu'on voit sur non, sur ça c'est l'initiative Yes Weekend. Alors, vous pouvez la retrouver, Ihsan The Adventurous, sur son compte Instagram. Alors, Ihsan, qu'est-ce qu'elle fait? Chaque week-end, elle sort avec ses amis et c'est-à-dire, elle nous fait découvrir la région qu'elle a visitée à travers ses stories et ses images. Donc, c'est un contenu qui est très, très riche parce qu'une fois sur place, elle nous donne des informations scientifiques, des informations culturelles. Donc, c'est-à-dire, même si on est au chaud chez nous, elle nous fait voyager vers les belles régions, justement, du pays. Donc, je vous incite vivement à aller vers son compte. Et voilà, c'est des initiatives comme ça qu'il faut encourager parce que voilà, ça nous fait découvrir notre pays et dont on a réellement besoin. On a et besoin faire de même, ça. parce qu'en fait, quand on voit le tourisme, généralement, il se développe toujours, principalement et basiquement sur le tourisme local. Donc, si nous-mêmes, d'ailleurs, on donne de l'importance à notre pays et on arrive à faire de belles initiatives comme ça et sortir entre filles, pourquoi pas. Donc, ça peut déjà faire vivre le tourisme local. Tout à fait. Pourquoi pas. Tout à fait. Franchement, là, elle encourage, elle est aussi engagée. Il me reste encore une demi-heure pour Bonjour d'Algérie. Je vais penser que ça maintenant pendant toute la demi-heure. Inch'Allah, elle est aussi très engagée dans la protection, la préservation de l'environnement. Donc voilà. Eh ben parfait. Merci beaucoup, Kenza. Merci à vous. Merci surtout de nous avoir inculqué cette pensée, cette culture pour ne pas aller voyager entre filles. Alors merci beaucoup, Kenza. Encore une fois, bienvenue à vous parmi nous. Merci et on va vous souhaiter donc bonne continuation avec nous. Et je suis sûre que vous allez faire un très beau travail parce que vous-même déjà vous êtes dans ce monde associatif et c'est dans votre sang d'ailleurs, dans votre sang, dans votre cœur, dans votre âme. Grâce à mon environnement aussi. Voilà. Eh ben bienvenue encore une fois à vous. Beaucoup. Et puis on vous retrouvera donc mercredi prochain. Rendez-vous donc pour parler d'autres activités associatives. Merci beaucoup, Kenza. Allez, on vous retrouve la semaine prochaine. Alors le festival de la création féminine. Alors il s'est tenu au Palais de la Culture. Il a été clôturé donc le 17 décembre dernier. Maya Amrani s'y était rendue. Je vous propose de découvrir son reportage et on va en parler juste après. L'édition du Festival de la création féminine est au rendez-vous. Comme chaque année, cette 8e édition a pour objectif de promouvoir l'artisanat, de perpétuer notre patrimoine artistique ancestral, tout en impulsant des idées nouvelles. Les exposantes qui sont derrière moi sont celles que nous avons sélectionnées sur la base du thème Art du patrimoine. Alors dans les arts du patrimoine, comme vous le voyez, il y a le tissage, il y a la broderie, il y a la poterie, la céramique, la mosaïque. Pour les sélectionner, nous nous sommes adressés à nos anciennes créatrices, celles que nous avons découvertes il y a plus de 8 ans, puisque dès la première édition, on avait parlé du tissage, ensuite ça a été la broderie et tout le reste a suivi. Donc on s'est adressé à elles et on leur a demandé, parce qu'on a su qu'elles avaient ouvert des ateliers de formation, on leur a demandé de nous envoyer 2 ou 3 de leurs meilleurs éléments. Pour le second thème, nous avons voulu élargir un petit peu l'éventail des participantes. Au lieu de ne garder que le patrimoine, nous avons cherché celles qui travaillaient dans ce que nous avons appelé, nous, les arts visuels. Donc tout ce qui touche à la peinture, à l'image, à la vidéo, à l'infographie, à la photographie. Et effectivement, elles sont très jeunes. La plus jeune d'entre elles a 19 ans. Nous avons pris évidemment les plus jeunes. Jeune regard sur les arts, c'est le thème de cette édition. Des jeunes talents découvrent le plaisir de l'art pictural et en font leur passion. Khadija ne s'exprime qu'à travers ses œuvres. Entre le bien et le mal, je n'exprime pas que l'être humain. Toujours un côté bien, un côté mauvais. Mais toujours le côté bien, il relève le côté mauvais. Mais qu'il y a un petit piège que les visiteurs qui jouent le tableau, ils relèvent le côté bien, toujours le côté lumineux. Mais c'est le contraire, parce que le côté bien toujours il reste caché le côté
sombre ويتعامل كيما نقولوا toujours l'être humain يتعامل بالكوتي موفي تاعو مع les gens. Je prends une photo qui m'inspire, voilà, et je dessine. Je prends une feuille, des crayons et voilà, je la dessine. On retrouve Rania, jeune étudiante, qui évolue dans un art très apprécié par les visiteurs, le maquillage artistique. Donc en fait c'est du maquillage artistique, vous pouvez appeler ça du body painting, du face painting en fait. Donc c'est une discipline qui est surtout utilisée dans les films, donc au cinéma, dans le tournage de certains clips, de courts-métrages et tout. Et j'essaye de développer cette passion vu que ça n'a rien à voir avec mes études, je fais juste ça d'une manière autodidacte quoi. Et vu que c'est ma passion, je préfère la développer pour au final la jumeler avec mon métier. Les jeunes tisseuses, héritières d'un savoir-faire transmis par leurs aînés. El Khir, venu de Mniha, a déjà une riche exposition de tapis. احنا من جمعية في المنيعة، جمعية مشعل مستقبل المرأة، تكوننا منذ 10 سنوات في صناعة النسيج، السيكان، الطرز على القماش، الطرز التقليدي، كل أنواع الزرابط المنيعة نديروهم. La poterie a conservé son caractère typiquement berbère. La céramique s'est enrichie des apports nouveaux, comme la calligraphie et les supports variés. Je suis surtout spécialisée dans la mosaïque. J'ai commencé par la mosaïque. La peinture, je l'ai déjà faite quand j'étais jeune. Après, je me suis relancée. Mais pratiquement, je fais ça en plein. C'est ma passion, c'est la mosaïque. Je donne aussi des cours de mosaïque à la maison les week-ends. Une exposition où le monde des arts se côtoie pour des échanges et des idées nouvelles et des liens amicaux. Et voilà, donc c'était une ambiance que Maya Amrani nous a transmise. Et là, nous recevons deux représentantes un petit peu de ce festival, mais autrement, j'ai envie de dire. Alors, mademoiselle Hania Nuiwa est avec nous ce matin. Bonjour. 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 Alors, vous êtes la lauréate du 2e prix art visuel. C'est ça. Et qui vous a été décerné par l'un des membres du jury qui est représenté aujourd'hui par madame Zohra Daoudi. Bonjour. 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 Alors, vous êtes jury donc du concours art visuel. Oui. Alors, on l'a vu à travers les images que Maya Amrani a partagées avec nous, il y avait de très très belles expositions, il y avait de très beaux objets artisanaux, de très belles représentations, et vous êtes membre du jury. Ce que je vous disais dans un petit moment, c'est peut-être l'une des tâches la plus difficiles, parce qu'on est devant un choix multiple, et d'autant plus, tout est beau, tout est magnifique. Et chacune donc, a une touche particulière, et être membre du jury est toujours très difficile en fait compte de dire voilà, on peut décerner tel ou tel prix à telle ou telle personne. Effectivement, en fait, être membre d'un jury, c'est juger les œuvres présentées, c'est quelque chose qui est assez difficile effectivement. Parce que ça reste subjectif. Ça reste. Bon, c'est vrai qu'il y a des normes, il y a des bases. Exactement. En fait, on avait des critères. Il y avait d'abord la technicité, la technique, la qualité technique des œuvres présentées dans les arts visuels, à savoir la photographie, la vidéo, l'infographie, les arts plastiques, peinture et sculpture. Donc on avait les critères numéro 1, technique, numéro 2, l'originalité, on va dire le regard de l'artiste à travers comment il est exprimé à travers son œuvre, et troisièmement aussi comment on peut le dire, le ressenti qu'on avait face à cette œuvre. Donc est-ce que l'artiste avait réussi à transmettre à son public l'émotion qui était nécessaire. Donc la technique, la recherche, l'originalité, ça a été nos critères, ça a été les critères de sélection des jurés, et ça a été quand même assez difficile effectivement, je l'avoue, face à d'autant plus que le festival, c'était pour le festival de la créativité féminine, mais les jeunes talents. Donc, ce n'est pas forcément des artistes confirmés. Les jeunes talents, c'est d'ailleurs la thématique retenue pour cette année. Exactement. Donc, en fait, c'était des jeunes talents en devenir, des artistes en devenir qui sont appelés à promouvoir leur talent, à travailler, à le faire connaître, à le faire évoluer et à s'affirmer chacun dans sa discipline. Ce n'était pas très facile, effectivement. Et pourtant, vous avez donc pu, en fait, fixer
Donc ces prix-là et fixer donc les meilleures œuvres. Exactement. Donc deux artistes sont sortis du lot pour nous, à savoir Hani Nwiwa à travers ses œuvres Le Destin et Les Jumelles, et une autre jeune photographe, Myriam Marfour, pour la partie photographie. Donc c'est ce qu'on a décidé de primer, et en les encourageant fortement à travailler plus et à donner plus de cachet à leurs travaux. Alors Hania, vous êtes la lauréate donc, du deuxième prix art visuel, c'est ça. Qu'est-ce que ça vous fait donc cette distinction? Ça me fait plaisir, c'est encourageant. Parlez-nous de votre œuvre donc, qui a été en fait jugée. Laquelle? Celle que vous avez présentée. Le Destin et Les Jumelles, c'est ça? Exactement. Ben, Le Destin, j'ai exprimé un moment de mélancolie. C'est de la mélancolie. Vous êtes trop jeune pour penser à ça, vous ne trouvez pas? C'est ce que nous sommes en train de voir. Non, ça c'est les jumelles. En fait, j'ai une sœur jumelle. D'accord. Qui est partie vivre à l'étranger. Et je voulais faire un tableau qui nous représentait toutes les deux. Parce que vous êtes jumelle. Enfin, vous avez une sœur jumelle. Oui. D'accord. Alors c'est très coloré, n'est-ce pas? Oui. Alors c'est très coloré. Donc ça c'est la mélancolie. Oui. C'est ça. C'est ça. D'accord. Alors je n'arrive toujours pas pourquoi vous pensez. C'est ce que je lui disais, c'est pas triste en fait. En fait, vous vouliez dire quoi à travers ce tableau? En fait, c'était mon état d'esprit. Au tableau de la mélancolie. C'était mon état d'esprit à ce moment-là. D'accord. Que vous avez pu donc que vous exprimer par la peinture. Exprimer par la peinture. Voilà. Ça. Donc c'est vrai que les artistes, ils ont cette arme d'expression, j'ai envie de dire. Donc à chaque fois qu'on ressent quelque chose très vite on l'exprime à travers les tableaux. Alors Hania, est-ce que vous êtes autodidacte ou vous avez suivi des cours de peinture? Je suis autodidacte. J'ai commencé très jeune à peindre à la maison, toute seule. D'accord. Et voilà. Et ça a fait de vous donc une artiste, une jeune artiste. Je ne pourrais pas dire que je suis artiste. Si, vous l'êtes. Mais... Si, nous on le dit. N'est-ce pas? Voilà, jeune artiste en devenir, oui. Voilà, nous on le dit. Merci. Donc, alors, est-ce que c'est la première fois que vous participez à un concours? Oui, c'est ma première exposition. Et donc, quel a été l'engouement des gens? Est-ce que vous avez eu à discuter avec des personnes, à discuter avec des gens, à expliquer un petit peu vos œuvres? Oui. Et comment vous avez vécu cette expérience? C'est magnifique. On a différents façons de voir peut-être. C'est ça. Différents regards, des regards croisés. C'est ça. Vous avez pu avoir des idées, vous avez pu avoir un petit peu le ressenti des autres, pourquoi pas le traduire par la suite à travers vos œuvres, à travers vos tableaux? Oui. D'accord. Qu'est-ce que vous comptez faire donc maintenant que vous êtes lauréate? Je compte prendre des cours de peinture, vous perfectionner, de technique, pour pouvoir me perfectionner et choisir un style qui vous va, qui me va. Vous avez déjà une idée du style dans lequel vous voulez vous spécialiser? Ça sera un peu style africain. D'accord. Alors vous êtes inspirée par l'Afrique? Oui. Voilà. Alors, entre parenthèses, moi aussi je suis très inspirée par l'Afrique et par la femme africaine particulièrement, parce que c'est une femme en fait qui m'inspire beaucoup courage, qui m'inspire ardeur, qui m'inspire... et effectivement, donc l'Afrique est un lieu de culture, de civilisation, n'est-ce pas? Oui. C'est une femme qui travaille les couleurs aussi. Et puis voilà, c'est très coloré. C'est très coloré. C'est très coloré. Voilà. Alors, Madame Daoudi, vous avez eu à voir un petit peu les différentes expositions qui ont eu lieu lors de ce festival, donc lors de cette huitième édition de ce festival. Alors il y a eu plusieurs thématiques cette année, donc il y a eu tissage, il y a eu broderie, il y a eu les arts visuels. Alors est-ce que vous pouvez nous donner un regard, donc déjà d'artiste, de tout ce qui a été exposé? Alors en fait, il faut savoir que le Festival de la création féminine, cette année, il y a eu deux axes principaux. Les arts artisanaux, on va dire, tout ce qui est broderie, tissage, si je m'attends, céramique, poterie aussi, voilà, exactement, lutaphi. Donc au fait, il y avait ça. Il y avait toute la partie aussi cette année, tout ce qui est art visuel. Et il y a eu beaucoup d'œuvres, et comme on l'a dit tout à l'heure, au fait, le comité d'organisation a sélectionné des œuvres sur la base des candidatures, et avec une contrainte que ça soit la tranche d'âge.
C'était important, en fait, c'est les jeunes talents. Ce pas des artistes confirmés, ce pas des artisanes confirmées. Alors justement, cette année, ça a été une première. L'âge a été fixé à moins de 40 ans. Exactement. C'est la première fois que le festival, en fait, exige à ce qu'il y ait des participants de moins de 40 ans. Il faut dire, c'est très encourageant donc, pour les artistes en herbe. Au fait, il faut savoir une chose. Premièrement, on ne fait pas partie du comité d'organisation, mais effectivement, il y a eu la partie où on a fixé l'âge, et je suppose c'est pour laisser la place aux jeunes talents de s'exprimer, des gens auxquels on ne va pas penser quand il y a un festival, quand la sélection se fait par les œuvres envoyées, l'artiste confirmé ou l'artisane confirmée, automatiquement elle passe. Mais quand il y a une histoire de critères d'âge, là on laisse le champ, c'est un champ bien précis, on est entre débutantes ou confirmées, jeunes confirmés, donc les chances sont égales. On va dire tout le monde a le même parcours, a le même regard. Donc, et le champ est ouvert. Sinon, on aura tous tendance à privilégier le passage d'un confirmé, de quelqu'un qui est connu, qui va drainer son visitorat. Alors que là, l'objectif était de laisser la place, l'espace, de mettre un zoom sur les artistes créatrices en devenir ou existantes et qui sont appelées encore plus à elles, après reprendre le flambeau de toutes celles des générations qui sont en cours et qui vont continuer pour un moment. Alors, c'est très passionnant tout ce que nous sommes en train de dire, mais malheureusement, on n'a plus le temps. C'est très vite passé. Alors, juste pour clôturer, comment avez-vous vécu cette expérience? Ça a été magique, au fait. On a visité, revisité, revu les œuvres. Et puis vous avez un regard qui est différent de tous les autres regards, parce que vous avez un regard plus critique qu'un simple visiteur, en fait. Donc vous avez eu un autre regard. Parce qu'il y a le regard technique des autres. Il y a notre présidente, c'était Madame Zahira Yahi. Il y avait Monsieur Qais Djilali et Monsieur Tayyib Ouzdir, qui sont tous confirmés dans leur domaine des arts plastiques. Donc, il y a eu d'abord la technicité, c'était quelque chose d'acquis, en fait. D'abord le regard technique, après l'émotion. Et au fait, quand on a terminé notre délibération, on a quand même tenu à dire quelque chose à toutes les artistes qui étaient là et à toutes celles qui vont venir, au fait de la recherche, et du travail. Hania, comment vous avez vécu, vous, cette expérience? Tout d'abord, je compte Vous perfectionnez. Désolée, le stress. Vous perfectionnez. Me perfectionner, et je prends en considération les recommandations du jury qui m'aideront pour les prochaines expositions. Pardon, merci, bravo à vous encore une fois. Donc vous êtes, je rappelle, vous êtes lauréate du 2e prix Art Visuel. Alors merci beaucoup, bonne continuation et beaucoup de succès à l'avenir. Madame Daoudi, merci beaucoup. Merci de nous recevoir, merci de recevoir le festival de la création féminine. Merci beaucoup à vous. Alors, je vous souhaite une très bonne continuation à toutes les deux. Voilà. Alors, on reste dans l'art, mais cette fois-ci, l'art vu autrement, mais cette fois-ci, c'est le spectacle, c'est la musique. Alors là, on va recevoir l'association Ahl El Fn pour nous parler du spectacle qui va se dérouler ce jeudi au niveau du Palais de la Culture. Mais avant cela, je vous propose une petite virée à Om El Bouaqi où s'est déroulé le Salon national de la miniature et qui a été fait donc par Nesrine Ben Saïdi. À tout de suite. De pièces de rechange de voitures hors usage, transformant des objets sans valeur en œuvres d'art, représentant des scènes urbaines ou reflétant le rude travail de l'agriculteur, ou même des représentations à travers des toiles peignant exclusivement le vieux bâti de la capitale des Ibans. Le salon de la miniature réunit plus de 20 wilayas et plus de 10 artistes au niveau local. Nous voulons que cet espace soit une occasion pour des échanges d'idées et d'expériences. Le salon national de la miniature constitue un véritable espace où plusieurs plasticiens ont donné libre cours à leur imagination. Ce sont de très belles œuvres, une fusion entre l'art plastique et la sculpture, un travail très minutieux. J'ai fait la connaissance de beaucoup d'artistes et j'ai aussi découvert de nouvelles méthodes de travail dans le domaine du dessin et de l'art plastique.
Ce sont des œuvres d'art relatant les us et traditions algériennes. En tant qu'artiste, c'est une occasion pour moi de faire la connaissance d'autres artistes et d'échanger nos idées et techniques. 25 plasticiens issus de 14 wilayas participent à cette manifestation dédiée à la mémoire du défunt artiste plasticien Nasser Medfouni. Voilà. Alors, de retour sur le plateau de Bonjour d'Algérie, et comme je vous le disais, là on reçoit l'association Ahl El Fen qui est représentée ce matin par Madame Céline Borhla. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes la présidente de l'association. Exact. Et vous êtes accompagnée d'un prof de danse. Mais un prof de danse hors du commun, hors du commun, qui est très très jeune d'ailleurs. Shakib Borhla, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Vous allez bien? Ça va, alhamdoulilah. Vous avez grandi depuis la dernière fois. Ah oui. Je l'avais pas reconnu. Ah bah oui, ça fait 2 ans quand même. Oui, ça fait 2 ans quand même qu'on a reçu Shakib qui était lauréat du prix Ali Maachi. Oui. Voilà, on vous a reçu donc il y a 2 ans de cela et aujourd'hui vous êtes prof de danse. Oui, je suis prof de danse aujourd'hui. J'ai mes petits élèves. Et je me rappelle, c'était un grand débat entre vous et Madame Borhla parce qu'elle voulait que vous chantiez et vous vouliez danser et vous avez gagné. Oui, et voilà. vous avez Il gagné. y a toujours les deux, hein. Toujours les deux, mais une petite préférence. Voilà, mais après, il y a une spécialisation. Mais bon, j'imagine que c'est la passion qui a pris. Mais c'est vrai, c'est la passion qui a gagné. Oui, je pense, oui. Mais je l'encourage toujours à faire les deux. C'est très important. Effectivement. Parce que l'autre complète. C'est les deux qui se complètent. Exactement. Effectivement. Alors, Madame Borhla, demain, vous allez animer une soirée au niveau du Palais de la Culture. C'est un spectacle de danse. Vous nous en parlez? C'est un spectacle varié. Entre danse, musique et poésie. À l'occasion de la promotion de notre premier album. Donc c'est votre premier album. Exact, intitulé Histoire d'une relève. Pardon. C'est pas grave. Il va falloir que je m'habitue un petit peu au plateau. Oui. Voilà. Alors c'est l'histoire d'une relève et voilà, il y a 15 titres à l'intérieur et on a pris les meilleurs titres interprétés pendant ces 2 années, 2 ans et demi déjà d'existence de cette association. Et Shakil, il fait partie de l'enregistrement. Il est soliste et musicien. Oui, j'y tiens. Parce que pourquoi c'est dommage de gâcher. Oui, effectivement. Il faut toujours savoir juste équilibrer les choses. Et le spectacle, comme je disais tout à l'heure, il va être varié, très riche en art. On va commencer par l'interprétation du CD et la danse contemporaine aussi parce qu'il a créé un tableau aussi qui sera intitulé de danse contemporaine qui va s'intituler aussi Histoire d'une relève. Alors et justement, la Madame poésie Borhla, Histoire d'une relève, c'est très spécifique et c'est très choisi et ça a une connotation très spécifique comme titre parce que vous travaillez rien qu'avec des jeunes. Exactement, c'est ça ma politique, on va dire, c'est ma devise et je veux qu'ils réussissent ces jeunes. Je veux montrer à tout le monde que la jeunesse algérienne est capable de faire de très très belles choses. J'ai confiance. Toujours, je me dis toujours que le groupe de l'association, enfin ceux qui ont enregistré, ils ont à peine l'âge le plus aîné, il a 22 ans. Et le plus jeune, il a le 13 ans. Et c'est une balance de 16-17 ans, la plupart des jeunes. Et ils ont prouvé qu'ils étaient capables. Et on les a déjà reçus sur le plateau de Bonjour d'Algérie plusieurs fois. Et on a vu... on a beaucoup travaillé, Ouda, par rapport à là où on s'est vu dernièrement. On a beaucoup travaillé. On s'est même... privé de vacances d'été cette année pour pouvoir enregistrer cet album. Et voilà le résultat. Rien n'y empêche, rien n'est impossible. Oui. Voilà, il suffit juste de le vouloir. Et on a un bel exemple avec nous ce matin, Shakib, parce que très jeune qu'il est, il est déjà prof de danse. Alors là, vous allez donc prendre part demain au spectacle, demain jeudi. Demain spectacle. Alors vous nous parlez de ce que vous allez faire demain? En fait, ce sera un spectacle très très riche demain, Inch'Allah, au Palais de la Culture Moufdi Zakaria. On vous donne tous rendez-vous demain à 19h. Alors, ce sera un spectacle varié entre ouverture Zorna, après présentation du spectacle. Il y aura aussi après la représentation du CD de l'album, le nouveau-né de l'association. Du coup, ça sera une représentation du CD accompagnée du ballet de danse d'Ahl El Fen. Voilà, après il y aura un petit data show, un petit documentaire. Faut pas tout leur dire, chacun. Non, c'est une surprise. Après il y aura un petit documentaire aussi sur l'association, sur cette belle aventure aussi. Oui. Après il y aura un très très grand tableau contemporain que j'ai créé avec des jeunes. Voilà, la TMA, une petite équipe. Voilà, que je remercie, que je salue aujourd'hui.
Inès, Nazim, Ryan, Norhan, etc. Alors dites-moi, Shakir, vous avez quel âge? Shakir, c'est Shakir. Shakir. Shakir, oui, c'est Shakir. Je crois que vous m'avez déjà corrigé. Oui, c'est Shakir. Alors Shakir, pardon. Aujourd'hui j'ai 16 ans. Alors, 16 ans, ouais. prof de danse. Bon, on va pas dire professeur, c'est un grand appellation. Moi, je lui dis toujours, tu es un coach de danse, Shakir. Tu es en train toujours d'apprendre et de faire des formations, que ce soit à l'étranger ou bien ici sur Alger, ou en Algérie en général. Il partage son savoir. Écoutez, il partage son savoir quand même. Hein. Il mérite bien d'être professeur, non? Il partage bien Allez, son on va le faire savoir. tout doucement, tout doucement. Et puis ça va l'encourager, lui donner un titre de professeur, j'imagine. Ça va lui donner de plus grandes responsabilités, n'est-ce pas? Oui, voilà. Alors, à 16 ans, vous donnez des cours de danse, vous travaillez avec une équipe. Comment la communication, la relation, ce partage en fait, quand se fait entre vous et les gens avec qui vous travaillez, d'autant plus que vous êtes très jeune? En fait, c'est beaucoup plus une relation amicale, parce que j'ai un peu... je travaille avec par exemple des élèves de 13 ans, 12 ans, 14 ans maximum. Du coup, c'est toujours une relation. Après tout, c'est vrai, on travaille, on bosse vraiment. Ils me respectent, je les respecte bien sûr. Mais hors travail, on est vraiment des amis. Sans ça, on est très complices. Voilà. Après tout, c'est la complicité qui fait de belles choses. Effectivement. Alors là, on vous propose juste d'écouter un petit extrait de votre album. Allez, allons-y, on va écouter un petit extrait. Voilà, c'était donc un petit extrait de votre album. Alors, 15 titres. 15 titres. Vous pouvez peut-être nous en parler? Voilà, comme on l'a dit, c'était 15 les meilleurs titres, les meilleures interprétations qu'on a faites pendant 2 ans et demi et que le public a vraiment aimé. Et on m'a encouragé, il y a quelques artistes que je remercie du fond du cœur, comme Madame Narges, qu'on salue, Abdelmajid Meskoud, aussi Yassine Bouzama, qui ont écouté ces titres-là. Et on m'a encouragé à les enregistrer, et surtout avec une nouvelle touche fraîche de ces jeunes-là, parce qu'ils ont beaucoup de capacités. Là, ce qu'on vient d'écouter, c'est Sonia et Abdou. C'était sur un Sraf Ziden Inqarabou, avec des arrangements de Ahl-Fen. Et on a Lillah ma as'ab ar-rahil sur un mode Zidane, alors qu'elle n'existait pas sur le registre andalou. Elle est sur un autre mode. Nous, on l'a mis sur le mode Zidane. C'est une composition qu'elle nous appartient. Aussi, Ya Qalbi Khalil Hal, qu'on a l'habitude de l'écouter, le classique Ya Qalbi Khalil Hal. Nous, on l'a mis en mode Sahli. D'accord. Aussi avec une composition de l'association. J'espère les gens qui vont aimer et ils vont apprécier ça. Même si on nous critique, il faut juste critiquer tout doucement parce qu'il faut respecter le... Surtout des critiques constructives. Parce que nous, on avance avec les critiques. Voilà. Parce qu'en fait, vous dites que c'est histoire d'une relève. Donc, ce sont des jeunes, il faut justement les encourager à aller de l'avant. Alors, vous aussi, vous êtes en train de tout dévoiler. Hein, mais la culture du partage chez les Bourahla, elle est très généreuse. Voilà, oui, exactement. Il y a aussi le titre Lillah ma as'ab ar-rahil, qui est vraiment une composition 100% de l'association. Voilà. Avec des chorégraphies 100% de votre... merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. On vous souhaite une excellente réussite pour demain soir. Et certainement, ça va très très bien se passer. Inch'Allah, vous êtes tous les bienvenus. Juste remercier l'Office national des droits d'auteur et droits de voisin de nous avoir fait confiance, nous permettre d'enregistrer notre premier album, le ministère de la Culture, toutes les familles qui ont contribué à la réussite de cette belle chose. Voilà, c'est Monsieur Ait Mekidej pour la conception, les photos, Essia Belaïd, les Arhab, tout le monde, je remercie. Mais ma famille, ma maman, mon mari, tout le monde, merci du fond du cœur. Soyez au rendez-vous. Et à ces jeunes-là qui ont beaucoup de capacités. Je les adore qui sont toujours derrière. Oui, bravo. Merci beaucoup. Donc on rappelle que ça va se dérouler demain au Palais de la Culture à partir de 19h. Il s'agit du spectacle de danse et de la poésie. Bonne réussite à vous, bonne continuation. Merci. Et qui va donc soyez nombreux demain au Palais de la Culture. Voilà, nous arrivons au terme de notre émission. Vous retrouverez demain Amal Almi dès 8h. Je vous dis passez une excellente journée en compagnie des programmes de Canal Algérie. À très bientôt. Au revoir.